L'histoire d'une pilote de chasse d'une nation d'Europe de l'Est, devenue membre de l'armée de l'air et de l'espace française. À 28 ans, Katarina Volkov, pilote dans l'armée de l'air de son pays, ne vivait que pour son chasseur et le ciel. Cependant, une blessure subie lors d'un entraînement en Europe du Nord a tout changé, l'amenant à être détachée sur une base aérienne française. Habituée aux ordres mécaniques et à une compétition glaciale, elle y a découvert des camarades profondément humains. C'est là qu'elle a trouvé dans un avion de chasse, le Rafale, une valeur qui transcendait la simple technologie. Mais alors qu'un ordre de retour imminent lui est parvenu, elle a abandonné un chasseur de 60 millions d'euros de son pays natal pour faire un choix bouleversant. L'histoire du jour où une pilote étrangère a choisi le ciel de France commence maintenant. Bonjour, je m'appelle Katarina Volkov, j'ai 28 ans et je suis pilote de chasse, anciennement membre de l'armée de l'air de mon pays d'Europe de l'Est. Avant de commencer ce récit, je dois vous dire une chose. J'ai passé ma vie entière les yeux tournés vers le ciel. Les affaires terrestres m'ont toujours semblé complexes et incompréhensibles. Mais le destin est une chose vraiment étrange. Blessée à l'épaule lors d'un exercice en Europe du Nord, j'ai été temporairement retirée du service actif et envoyée sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier-Robinson en France, sous le prétexte d'un séjour de courte durée pour coopération technique. Au début, je ne voyais cet endroit que comme une escale temporaire où je ne resterais que quelques semaines avant de rentrer. Le paysage français que j'observais depuis la voiture qui me conduisait de l'aéroport Charles de Gaulle à la base était différent de ce que j'avais imaginé. Contrastant avec les vastes plaines de ma patrie, la campagne de la Haute-Marne était vallonnée et d'une beauté ordonnée. En voyant comment les forêts et les villages s'intégraient harmonieusement, j'ai commencé à me demander quel état d'esprit animait les gens d'ici. À mon arrivée sur la base, la première personne qui m'a été présentée était le capitaine Julien Dubois. Il devait être mon pilote instructeur sur le Rafale. Ma première impression fut très forte. Il devait dépasser les 1,90 mètres avec des épaules larges et une mâchoire carrée, le physique typique du militaire. Je m'attendais à ce qu'il soit froid et autoritaire, comme les officiers que j'avais connus chez moi. Mais lorsque nous nous sommes serrés la main et salués, son expression était étonnamment douce. Dans le regard du capitaine Dubois, il n'y avait ni méfiance ni curiosité déplacée, mais simplement un intérêt naturel. Il ne me traitait pas différemment parce que j'étais étrangère, sans pour autant se montrer excessivement familier, une distance tout à fait appropriée. Je me souviens m'être dit intérieurement, comment un homme aussi imposant peut-il être si chaleureux ? Cet après-midi-là, j'ai enfin pu essayer le simulateur du Rafale. L'émotion que j'ai ressentie en voyant l'appareil pour la première fois dans le hangar est encore vive dans ma mémoire. C'était une sensation complètement différente de celle des Sukhoi et des MiG que je pilotais. Son design épuré aux lignes fluides, son cockpit conçu avec une précision ergonomique et surtout le sentiment d'équilibre qui se dégageait de l'ensemble, tout était impressionnant. En m'asseyant dans le simulateur et en découvrant les systèmes de commande, j'ai eu l'impression d'entrer dans un nouveau monde. Si les chasseurs de mon pays étaient puissants et directs, cet appareil semblait anticiper les intentions du pilote pour y répondre. Il était intuitif, stable et surtout, on sentait partout une conception pensée pour le pilote. Pendant que le capitaine Dubois m'expliquait patiemment le système à côté de moi, j'étais en admiration constante. J'avais le sentiment que ce n'était pas seulement un avion de chasse, mais une véritable œuvre d'art. La perfection technique se mariait harmonieusement avec le souci de l'ergonomie humaine. C'est alors que le capitaine Dubois m'a dit cet appareil est la cristallisation des rêves et des efforts de nombreuses personnes. C'est pourquoi il est si précieux et si important pour nous. Sa voix était empreinte de fierté et d'affection. À cet instant, j'ai compris. Pour les gens d'ici, le Rafale n'était pas seulement une arme, mais un symbole incarnant leur esprit et leurs valeurs. En sortant après la séance de simulateur, je me sentais étrange. J'étais admirative de l'excellence technique, mais ma curiosité pour les gens qui avaient créé tout cela était encore plus grande. Quel état d'esprit pouvait bien permettre de concevoir une telle machine ? Ce soir-là, dans mon logement, je regardais par la fenêtre en réfléchissant. Chez moi, ce sont toujours les ordres, la discipline et le sens du devoir national qui m'ont motivée. Mais ici, je ressentais quelque chose de différent. Était-ce de la chaleur humaine ou quelque chose de plus profondément humain ? Une seule journée s'était écoulée et pourtant, je commençais déjà à pressentir que cet endroit pourrait être plus qu'une simple escale temporaire. Le deuxième soir, le capitaine Dubois m'a proposé de me joindre à eux pour une soirée. Dans mon pays, les rassemblements entre officiers existaient, mais ils étaient pour la plupart formels et guindés. Honnêtement, je n'en attendais pas grand-chose.
En montant dans le train qui nous emmenait de la base vers la ville la plus proche, j'ai été surprise. J'ai ressenti une impression différente de la solennité des métros de ma capitale. C'était propre et silencieux. La plupart des passagers étaient tranquillement absorbés par leurs affaires et personne ne parlait fort. Même à l'heure de pointe, les gens se déplaçaient de manière ordonnée. Assise à côté du capitaine Dubois, regardant le paysage défiler, je me suis dit que ce niveau de calme, que je n'avais connu qu'à l'opéra de ma capitale, était ici naturellement maintenu dans les transports publics quotidiens. C'était fascinant. Le capitaine Dubois, voyant mon expression, m'a expliqué que les Français détestent par-dessus tout déranger les autres dans les lieux publics. Le lieu de la soirée était un bistrot près de la base. En entrant, une odeur de cuisine traditionnelle et une atmosphère animée m'ont accueilli. Le lieutenant Marc Fournier et quelques autres collègues étaient déjà attablés et m'ont salué chaleureusement à mon arrivée. Le vin qu'ils m'ont fait découvrir, un Bourgogne, était vraiment unique. L'idée même de partager une bouteille de cette manière m'était peu familière, moi qui venais d'une culture de la vodka. Le lieutenant Fournier, en me servant un verre, m'a expliqué en riant que c'était une sorte de tradition pour les aviateurs français. Je ne comprenais pas entièrement leurs blagues ni leur humour militaire, mais je sentais clairement leur effort pour me mettre à l'aise. La culture de partager un repas convivial était aussi intéressante. Chez moi, la plupart des plats sont servis déjà préparés, mais ici, le fait de partager le pain, le vin et les plats crée une conversation naturelle. Le capitaine Dubois, à côté de moi, m'aidait discrètement en m'expliquant les subtilités de la cuisine française, mais ce qui m'a vraiment surprise, c'est l'ambiance. La hiérarchie existait bien sûr, mais elle ne se traduisait pas par une rigidité. Les plaisanteries et les attentions entre supérieurs et subordonnés circulaient librement, créant une atmosphère presque familiale. Le lieutenant Fournier, en particulier, jouait le rôle d'animateur et m'intégrait constamment à la conversation pour que je ne me sente pas isolée. Au fil du temps, je me sentais de plus en plus attirée par leur culture. Les blagues qui me mettaient mal à l'aise au début devenaient progressivement compréhensibles et je me suis même surprise à rire avec eux plusieurs fois. En voyant le capitaine Dubois observer mes réactions avec un léger sourire, j'ai compris qu'il avait été le premier à remarquer mon changement. Quand la soirée s'est terminée et que nous sommes sortis, il était déjà tard. L'air d'une soirée d'automne française était plus frais que je ne le pensais et je n'avais qu'un chemisier léger. C'est alors que le capitaine Dubois, sans un mot, a retiré son blouson et l'a posé sur mes épaules. À cet instant, j'ai ressenti un étrange sentiment de sécurité, la chaleur de son corps transmise par le vêtement, son parfum discret, et surtout cette attention naturelle ont réchauffé mon cœur. Je n'avais quasiment jamais connu une telle prévenance. Dans mon pays, les collègues masculins étaient soit des concurrents, soit des supérieurs, et l'expression d'une familiarité personnelle était presque inexistante. En attendant le véhicule de retour, j'ai réfléchi. Ce que j'avais vécu ce soir n'était pas de la simple gentillesse, mais une culture de la camaraderie qui leur était propre. Partager un repas, prendre soin les uns des autres, échanger des marques d'affection de manière naturelle, tout cela faisait partie de leur quotidien. Sur le chemin du retour vers la base, le capitaine Dubois m'a dit « En France, on accorde plus d'importance au fait de partager un repas avec quelqu'un qu'à manger seul. C'est pour ça que ces soirées ne sont pas juste pour boire, mais pour partager un moment de convivialité. » Cette nuit-là, en pliant son blouson dans ma chambre, j'ai eu l'intuition qu'un changement important était en train de s'opérer en moi. Je ne savais pas encore exactement quoi, mais je sentais que de nouvelles émotions prenaient racine. Le 4e jour, j'ai participé à une inspection approfondie d'un Rafale. Je commençais à m'habituer à l'entraînement sur simulateur, mais toucher l'appareil réel et en comprendre la structure était une expérience totalement différente. L'émotion en me retrouvant face au Rafale dans l'hangar était différente de la première fois. Il y avait une présence, un poids que le simulateur ne pouvait pas rendre. Le capitaine Dubois m'a montré le processus d'inspection, pièce par pièce, des entrées d'air, des moteurs au train d'atterrissage. Mais ce qui m'a vraiment stupéfiée, c'est le système de maintenance. Les chasseurs de mon pays sont conçus avant tout pour la robustesse, ce qui rend leur entretien complexe et long. Le Rafale, en revanche, avait été visiblement conçu en tenant compte de la maintenabilité. L'accès aux différents composants était aisé et les points de contrôle étaient organisés de manière systématique. C'est alors que nous étions sous le fuselage pour inspecter le dessous de l'avion. L'espace était plus étroit que prévu et nous nous sommes retrouvés allongés côte à côte. À ce moment, une petite pièce métallique est tombée d'en haut. J'ai eu le réflexe d'esquiver, mais elle m'a légèrement heurté au front. Ce n'était rien de grave, mais une petite coupure saignait. Le capitaine Dubois l'a vu et a immédiatement apporté une trousse de secours.
dans cet espace confiné, tandis qu'il nettoyait délicatement ma blessure. Je me sentais étrange. Ses mains étaient si délicates et douces. C'est alors qu'il a dit en souriant « Vous maniez un monstre d'acier sans scier, mais vous êtes vulnérable à une petite égratignure. » C'est vraiment inattendu. À cet instant, j'ai ri. Chez moi, si un pilote se blessait, on le traitait de faible ou au contraire, on s'inquiétait de manière excessive. Mais lui, il avait su détendre l'atmosphère avec une plaisanterie appropriée tout en soignant ma blessure avec le plus grand soin. Après qu'il m'ait posé un pansement, nous avons repris l'inspection. Mais une partie de mon esprit restait habitée par ce sentiment étrange. Au cours de ma carrière militaire, j'avais souvent travaillé à proximité de collègues masculins, mais je n'avais jamais été traitée avec une telle attention. Après l'inspection, en me regardant dans le miroir des sanitaires du hangar, j'ai vu le petit pansement sur mon front, mais l'expression de mon visage semblait différente, plus douce en quelque sorte. Je me suis dit que personne ne m'avait jamais vue avec cette expression chez moi. L'après-midi a été consacré à l'inspection des systèmes électroniques de l'avion. Assise dans le cockpit, je vérifiais les différents instruments et écrans. Le capitaine Dubois, à mes côtés, m'expliquait chaque élément tout en me laissant les manipuler. La réactivité de l'écran tactile, la disposition des boutons et même le confort du siège, tout était pensé pour le pilote. Ce qui m'a le plus marqué, c'était le système de gestion des situations d'urgence. Bien sûr, les chasseurs de mon pays en sont équipés, mais celui du Rafale était conçu pour permettre une réaction intuitive du pilote. Pas besoin de mémoriser des manuels complexes, les procédures adaptées à la situation s'enchaînaient naturellement. Le capitaine Dubois m'a dit « La priorité absolue des ingénieurs qui ont conçu cet appareil, c'est la sécurité du pilote ». C'est pourquoi tous les systèmes sont centrés sur l'humain. En entendant ces mots, j'ai compris. L'excellence technique est importante, mais ce qu'il est encore plus, c'est l'attention et le respect porté à la personne qui utilise cette technologie. Le soir, après avoir terminé l'inspection, je repensais à ma journée en sortant du hangar. Le fait d'avoir approfondi ma connaissance du Rafale était significatif, mais les nouvelles émotions que j'avais ressenties au contact du capitaine Dubois étaient encore plus marquantes. Chez moi, les relations entre collègues étaient presque toujours professionnelles ou compétitives. Ici, il y avait une autre forme de confiance et d'attention. Et je commençais à comprendre que ce n'était pas seulement de la gentillesse personnelle, mais une expression naturelle issue de la culture et des valeurs des gens d'ici. Cette nuit-là, en touchant le pansement sur mon front dans ma chambre, j'ai senti que mon expérience ici me changeait peu à peu. Je ne savais pas encore exactement dans quelle direction, mais j'avais la conviction que c'était un changement positif. Une semaine après mon arrivée en France, j'ai reçu un appel inattendu. Un ordre de retour urgent du quartier général de mon armée de l'air. Je devais rentrer dans les 48 heures. La raison invoquée était la fin de l'exposition médiatique et la protection des informations confidentielles. En apprenant la nouvelle, j'ai été décontenancée. Je n'avais pas vu cette semaine en France passer si vite. De plus, ma compréhension du Rafale était encore incomplète et surtout, je n'avais pas eu le temps de mettre de l'ordre dans les nouvelles émotions que je vivais ici. La visioconférence avec le général Ivanov a été encore plus choquante. Son expression à l'écran était encore plus sévère que d'habitude. Ces paroles résonnent encore dans ma mémoire. Vous n'êtes pas une pilote, mais un symbole politique. Une exposition prolongée au monde civil pourrait devenir problématique. À cet instant, j'ai eu l'intuition que quelque chose n'allait pas. J'ai compris que mon séjour en France n'était pas un simple échange technique, mais qu'il revêtait une signification politique plus complexe. Et surtout, la réalité m'a frappée. J'étais traitée non pas comme une personne, mais comme un instrument de l'État. Après l'appel, je suis restée assise, abasourdie pendant un long moment. Si je rentrais, la vie d'avant m'attendait. Tout ce que j'avais vécu en France ne serait qu'un bref épisode. Mais était-ce vraiment ce que je voulais? Cet après-midi-là, j'ai annoncé la nouvelle de mon ordre de retour au capitaine Dubois. Il a semblé surpris, mais a rapidement hoché la tête en signe de compréhension. En tant que militaire, il savait mieux que quiconque qu'il faut obéir aux ordres. Cependant, je pouvais lire la déception dans son regard. Le soir, en contemplant une dernière fois le Rafale dans le hangar, mes pensées étaient confuses. L'admiration et la surprise que j'avais ressenties en une semaine avec cet appareil, ainsi que les moments chaleureux partagés avec les gens d'ici, défilaient dans mon esprit comme un kaléidoscope. C'est alors que le capitaine Dubois m'a rejointe. C'était court, mais j'ai été heureux de travailler avec vous. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir un jour. Ces paroles sincères m'ont serré le cœur. Cette nuit-là, en me promenant seule sur la base, je me suis interrogée. Qu'avais-je vraiment cherché jusqu'à présent? Et quelle vie voulais-je mener désormais? Chez moi, l'État
et la mission avaient toujours primé et les sentiments ou les choix personnels avaient peu d'importance. Mais en une semaine en France, j'avais entrevu une autre possibilité. Une véritable attention entre les personnes, une passion pure pour la technologie et surtout une culture qui respecte l'individu. Tout cela était une expérience entièrement nouvelle pour moi. En préparant mes affaires, j'étais en plein désarroi. D'un côté, il y avait la loyauté et le devoir envers ma patrie. De l'autre, le désir d'apprendre et de vivre davantage de choses ici. Surtout, je ne voulais pas mettre fin à la relation que j'avais nouée avec les gens d'ici, notamment le capitaine Dubois. La dernière nuit, nous avons discuté face à face. Je lui ai dit honnêtement, ce que je peux choisir, ce n'est peut être pas un ciel, c'est peut être des gens. En disant cela, je ne comprenais pas entièrement moi-même le sens de mes paroles, mais une chose était sûre. Cette semaine en France avait été l'une des périodes les plus significatives de ma vie. Et les gens que j'y avais rencontrés, ainsi que les expériences que j'y avais vécues, étaient en train de me transformer. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai regardé une dernière fois le ciel français par la fenêtre. Je devais rentrer le lendemain, mais une partie de mon cœur était déjà empreinte de nostalgie pour cet endroit. Était-ce vraiment un adieu ou le prélude à un nouveau départ ? 2 jours s'étaient écoulés depuis l'heure de retour et je n'avais toujours pas quitté la France. Officiellement, j'avais signalé un retard dû à un problème de réservation de vol, mais en réalité, je gagnais intentionnellement du temps. Pendant ces 2 jours, un conflit intense faisait rage en moi. J'étais à la croisée des chemins, tiraillée entre le devoir envers ma patrie et mon armée, auquel j'avais juré une loyauté éternelle, et les valeurs que j'avais découvertes en France. L'état-major de l'armée de l'air et de l'espace comprenait bien ma situation. Le général Mercier m'a convoqué pour un entretien privé et il semblait avoir saisi précisément le dilemme qui me tourmentait. Il m'a dit « Le choix vous appartient. Mais quelle que soit votre décision, la France la respectera. » Cependant, cet après-midi-là, la situation a basculé. L'ambassade de mon pays a déposé une protestation officielle auprès du ministère des Armées français. Le motif était que je désobéissais à un ordre de retour. Ce qui n'était qu'un dilemme personnel, menaçait de devenir un incident diplomatique. Cette nuit-là, j'ai pris une décision capitale. Seule dans ma chambre, en regardant mon uniforme, j'ai compris que je devais faire le choix le plus difficile de ma vie. Cet uniforme avait été le symbole de mon identité pendant les 10 dernières années, mais maintenant, il me semblait être une entrave qui me liait. Lentement, je l'ai retiré et l'ai plié soigneusement sur mon bureau. Puis, j'ai allumé mon ordinateur et commencé à rédiger ma lettre de démission à mon armée de l'air. Mes doigts tremblaient. Je savais que ce simple document allait changer complètement le cours de ma vie. En écrivant ma démission, j'ai réfléchi profondément en raison de mon choix. C'était pas simplement parce que j'aimais la technologie ou la culture française. Le plus important était le sentiment d'être respecté en tant qu'être humain ici. Chez moi, l'individu Katarina Volkov passait toujours après la pilote de l'armée de l'air, ou le symbole national, mais en France, c'était différent. Le capitaine Dubois et les autres s'intéressaient à la personne que j'étais, au-delà de ma nationalité ou de mon affiliation. Ils écoutaient mon opinion, prenaient en compte mes sentiments et respectaient mes choix. Le lendemain matin, j'ai retrouvé le capitaine Dubois. En lui annonçant ma décision, je lui ai pour la première fois ouvert mon cœur. Ici, je me sens humaine. C'est ici mon véritable ciel, lui ai-je dit. Il a semblé surpris, mais son regard trahissait une profonde compréhension. Il m'a dit « Je sais à quel point cette décision a dû être difficile, mais c'est un choix courageux. » Son soutien et ses encouragements ont été une force immense pour moi. L'après-midi, j'ai eu un entretien avec le général Mercier. En recevant ma lettre de démission, il m'a expliqué les possibilités d'une intégration dans l'armée de l'air et de l'espace. Bien sûr, la procédure serait complexe et prendrait du temps, mais ce n'était pas impossible. Il a ajouté qu'il appréciait grandement mes compétences et mon expérience. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de l'ambassade de mon pays. L'attachée militaire, Irina Belova, venait pour me convaincre de rentrer. Irina était une camarade de promotion. En apprenant sa venue, mon cœur s'est serré. Elle viendrait sûrement pour me ramener, mais serais-je capable de maintenir ma décision jusqu'au bout ? Le soir, en me promenant sur la base, je me suis demandé si mon choix était le bon, s'il n'était pas trop impulsif. Mais une chose était certaine, le temps passé ici m'avait fait entrevoir un nouveau rêve. Et je ne voulais pas renoncer à ce rêve. En levant les yeux vers le ciel nocturne, les étoiles brillaient d'un éclat particulier. C'était les mêmes étoiles que je voyais chez moi, mais pourquoi semblaient-elles si différentes ? Probablement parce que mon cœur, en les regardant, avait changé. Irina arriverait demain. Quelle conversation aurions-nous ? Et serais-je vraiment capable de défendre mon choix jusqu'au bout ?
J'en étais pas sûre, mais une chose était claire, je ne pourrais plus jamais redevenir l'ancienne Katarina. Le lendemain de l'arrivée d'Irina Belova, je me suis soudainement évanouie pendant un entraînement sur le simulateur du Rafale. Ma fièvre était montée à 39 degrés et ma conscience était devenue floue. C'était sans doute le résultat du stress extrême et du manque de sommeil accumulé ces derniers jours. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans un lit de l'hôpital militaire. La chambre était propre et silencieuse. L'atmosphère était très différente de celle des hôpitaux militaires de mon pays. Ici, de nombreux détails témoignaient de l'attention portée aux patients. Une table de chevet, un casier personnel et même une petite liseuse étaient disposées avec soin. À côté de moi était assis le capitaine Dubois. Je ne savais pas depuis combien de temps il était là, mais son visage était marqué par la fatigue. Quand j'ai ouvert les yeux, il a affiché une expression de soulagement et m'a tendu un verre d'eau. Je sentais sa main trembler légèrement. Une infirmière est entrée pour prendre ma température et vérifier mon état. J'ai été impressionnée par le professionnalisme du personnel soignant français. Il ne se contentait pas de traiter, mais surveillait attentivement l'état psychologique du patient. Chez moi, quand un militaire tombait malade, l'objectif principal était de le soigner rapidement pour qu'il retourne au service. Ici, la priorité semblait être un rétablissement complet. Le soir, alors que ma fièvre avait un peu baissé, le capitaine Dubois a posé doucement sa main sur mon front, puis il m'a dit « Pour l'instant, tu n'es pas une pilote. Tu es juste Katarina, tu as le droit de dire que c'est dur. » À cet instant, j'ai senti un grand changement en moi. Chez moi, un militaire n'avait pas le droit de montrer sa faiblesse. Pour moi, en tant que femme pilote, les standards étaient encore plus stricts. Je devais toujours être forte, parfaite et ne jamais laisser paraître mes émotions. Mais le capitaine Dubois me disait qu'il était permis d'admettre sa vulnérabilité humaine. C'est à ce moment que je l'ai appelé pour la première fois, non pas capitaine Dubois, mais simplement Julien. Merci Julien, ai-je dit, surprise moi-même. Je ne savais pas depuis quand je me sentais si proche de lui. La nuit tombée, Julien s'apprêtait à partir, mais je lui ai demandé de rester encore un peu. J'avais peur d'être seule. L'entrevue imminente avec Irina me rendait encore plus anxieuse. Julien a accepté volontiers et s'est assis sur la chaise à côté de moi pour me parler. Cette nuit-là, nous avons beaucoup discuté de ma vie dans mon pays, du parcours difficile pour devenir pilote et des raisons qui m'avaient conduite à prendre cette décision en France. Julien a écouté attentivement mon histoire, tantôt avec empathie, tantôt en m'encourageant. J'ai aussi beaucoup appris sur le système de santé militaire français. Il s'agissait d'une approche globale, incluant non seulement les soins médicaux, mais aussi le soutien psychologique. Il semblait considérer que pour le rétablissement d'un patient, la stabilité mentale était aussi importante que la guérison physique. Le deuxième jour, ma fièvre avait complètement disparu et mon état s'était bien amélioré. Cependant, le personnel médical a insisté pour une journée d'observation supplémentaire. Julien venait me voir chaque jour pendant les heures de visite et passait du temps avec moi. Parfois, il me lisait un livre, parfois, il restait simplement assis en silence. Grâce à ces moments, j'ai compris ce qu'était la véritable attention et ce que signifiait respecter une personne dans son intégralité. Peu importait que je sois une pilote étrangère ou une transfuge, Julien me traitait simplement comme Katarina, un être humain. Le jour de ma sortie, j'avais l'impression d'être une nouvelle personne. Plus important que mon rétablissement physique, c'était mon changement intérieur. Les soins que j'avais reçus ici m'avaient permis de me redécouvrir. Julien m'a dit « Maintenant que ton corps est guéri, libère aussi ton esprit. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. » En entendant ces mots, j'ai eu la certitude que ma décision était la bonne et que c'était vraiment ici que je voulais être. En sortant de l'hôpital, j'ai levé les yeux vers le ciel d'automne français. Un ciel clair et haut m'accueillait. J'allais bientôt rencontrer Irina, mais j'avais désormais la certitude de ne plus vaciller. 3 jours après ma sortie de l'hôpital, une opportunité exceptionnelle m'a été offerte, participer à un exercice conjoint franco-américain en tant que membre d'une patrouille de Rafale. C'était le premier entraînement pratique que je recevais depuis ma demande officielle d'intégration dans l'armée de l'air et de l'espace. La rencontre avec Irina n'a pas été aussi intense que je l'avais craint. Elle a tenté de me persuader, mais voyant ma détermination, elle n'a pas insisté davantage. À la fin, elle m'a même dit qu'elle comprenait mon choix, me conseillant simplement de ne pas me laisser submerger par les émotions en France avant de repartir. Le matin de l'exercice, dans la salle de briefing, j'ai rencontré pour la première fois les pilotes américains. Ils étaient surpris de me voir. Le fait qu'une pilote d'Europe de l'Est participe sous les couleurs françaises était en soi exceptionnel. Mais ils ont rapidement adopté une attitude professionnelle et m'ont acceptée comme une collègue. Julien et moi avons été assignés à une patrouille de 2 appareils. Julien était le leader et j'étais son ailier.
La confiance mutuelle est la chose la plus importante en vol, en formation, et les expériences des dernières semaines nous avaient déjà permis de construire cette relation. Pendant la phase de préparation avant le décollage, j'ai de nouveau ressenti le génie du Rafale. De la vérification des systèmes à la confirmation de l'armement, chaque étape était systématique et efficace. La liaison de données avec les autres appareils était particulièrement impressionnante. En partageant les informations en temps réel, la patrouille entière pouvait agir comme un seul organisme. La sensation exaltante du décollage est indescriptible. Au moment où les moteurs du Rafale ont rugi et que nous avons quitté la piste pour nous élever dans le ciel, j'ai eu le sentiment de ne faire qu'un avec l'appareil. C'était une émotion différente de celle des chasseurs de mon pays, plus douce, plus précise, mais tout aussi puissante. Le combat aérien simulé qui s'est déroulé dans les airs était vraiment intense. Les F-35 et F-6 américains ainsi que nos Rafales se sont affrontés en déployant des tactiques complexes. J'ai suivi précisément les instructions de Julien tout en essayant de prendre la meilleure position possible grâce à mon propre jugement. La performance de la discrétion radar du Rafale était particulièrement remarquable. Sa capacité à échapper au radar rendait difficile pour l'adversaire de déterminer notre position exacte. Le système de guerre électronique était également excellent, fonctionnant de manière stable même dans un environnement de brouillage complexe. Au cours du combat aérien, notre patrouille a obtenu d'excellents résultats. Le travail d'équipe que Julien et moi avons démontré a même été reconnu par les pilotes américains. Ils ont particulièrement salué ma technique de pilotage et ma capacité d'analyse de la situation. À la fin d'exercice, pendant le débriefing, un colonel de l'US Air Force m'a dit « Le fait que vous ayez rejoint la France est le meilleur choix pour nos deux pays. J'espère que nous aurons de nombreuses autres occasions de voler ensemble. » En entendant ces mots, j'ai eu une nouvelle fois la confirmation que mon choix était le bon. Le soir, de retour au hangar, alors que nous entretenions le Rafale, Julien m'a pris la main et il a dit « Katharina, tu fais maintenant partie du ciel de France. Tu n'es plus une étrangère. Tu es une camarade qui partage le même rêve. » À cet instant, j'ai compris ce que je cherchais, ce n'était pas simplement un nouvel emploi ou de meilleures conditions. Ce que je désirais du plus profond de mon cœur, c'était une communauté qui m'accepte entièrement et des gens avec qui partager mes rêves. En sortant du hangar, j'ai levé les yeux vers le ciel du soir français. J'avais le sentiment que ce ciel était maintenant vraiment le mien. De nombreux défis et opportunités m'attendaient, mais je n'étais plus seule. Cette nuit-là, dans ma chambre, j'ai écrit une lettre à ma famille. Je leur demandais de comprendre ma décision. Ce ne serait pas facile, mais j'avais la conviction qu'un jour, ils comprendraient mon choix. Demain commencerait officiellement ma nouvelle mission en tant que pilote de l'armée de l'air et de l'espace. J'étais excitée, mais je sentais aussi le poids de la responsabilité. Mais avec Julien et mes collègues, j'avais la certitude de pouvoir surmonter n'importe quelle difficulté. Un mois après avoir été officiellement intégrée comme pilote, une proposition spéciale m'a été faite. Le ministère des Armées souhaitait que je partage mon expérience lors d'une conférence internationale sur la défense. Mon cas unique de pilote ayant quitté son pays pour rejoindre la France devait servir de témoignage pour prouver l'excellence du Rafale et l'ouverture d'esprit de l'armée française. Au début, je me sentais intimidée. Mon français n'était pas encore parfait et il n'était pas facile de raconter mon histoire personnelle devant un large public. Mais les encouragements de Julien et de mes collègues m'ont donné du courage. J'ai décidé d'accepter en me disant que si mon histoire pouvait avoir un sens pour quelqu'un, j'en serais heureuse. En préparant ma présentation, j'ai retracé mon parcours de ces derniers mois. De la gêne de mes débuts en France à ma première rencontre avec le Rafale, les moments chaleureux partagés avec les gens d'ici et enfin la décision cruciale que j'avais prise pour ma vie. Le jour de la conférence, je suis montée sur scène. La salle était comble, remplie de responsables de la défense et de journalistes du monde entier. Je sentais particulièrement les regards des journalistes français sur moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Le cœur de mon discours était le suivant. Le ciel que j'ai choisi, je l'ai choisi non pas en tant que pilote, mais en tant qu'être humain. J'ai parlé de la préciosité de pouvoir réaliser ses rêves dans un endroit qui vous accepte pour ce que vous êtes, au-delà de votre nationalité ou de vos origines. Lorsque j'ai parlé du Rafale, l'émotion m'a submergée. J'ai expliqué que cet appareil n'était pas seulement une arme, mais la cristallisation des rêves, de la technologie et du désir de paix du peuple français. Et que ce sont ces valeurs et cette philosophie qui m'avaient conduite ici. Une journaliste, Madame Dubois, sans lien de parenté, m'a posé une question. Peut-on vraiment devenir une pilote française, même avec une nationalité différente ? J'ai répondu d'une voix pleine de conviction. Être pilote français, c'est pas seulement changer de nationalité. C'est embrasser les valeurs et l'esprit de la France. Et j'ai déjà accompli ce voyage.
Après ma présentation, de nombreuses personnes se sont approchées pour me serrer la main. Les jeunes pilotes en particulier m'ont dit avoir été profondément touchés par mon histoire. L'un m'a parlé de la puissance des rêves qui transcendent les frontières. Un autre m'a dit que j'étais un espoir, la preuve que le véritable talent et la passion sont reconnus partout. Le soir, à la fin de la conférence, Julien est venu me chercher. Il m'a dit en souriant « Après le Rafale, tu devrais peu être essayé de piloter un bœuf bourguignon ». À cet instant, j'ai éclaté de rire. C'était incroyable de voir qu'en quelques mois, j'étais capable de comprendre ce genre de blague. Cette nuit-là, nous sommes allés voir une dernière fois le hangar. Voir les Rafales alignés m'a rempli d'une profonde émotion. Ces appareils n'étaient plus de simples chasseurs pour moi, mais les partenaires de ma nouvelle vie. Julien et moi, nous sommes doucement enlacés dans le silence du hangar. Une émotion profonde, inexprimable par des mots, était contenue dans cet instant. Une confiance et une affection mutuelle et l'attente de l'avenir que nous allions construire ensemble. Derrière nous, le drapeau tricolore était accroché et en dessous, une combinaison de pilotes portant mon nom était posée. Non plus Katarina Volkov, mais Katarina, membre de l'armée de l'air et de l'espace, ma nouvelle identité. Quelques jours plus tard, Julien m'a invité dans sa région natale. J'allais rencontrer sa mère, une infirmière à la retraite d'une 60aine d'années. C'était une femme de peu de mots, mais incroyablement chaleureuse. En me préparant un bœuf bourguignon avec soin, elle m'a dit « Considère que c'est chez toi maintenant ». En mangeant ce plat, j'ai compris. Ce que je cherchais, ce n'était pas simplement un nouvel emploi ou une opportunité, c'était exactement ça. Des gens qui m'accueillent chaleureusement comme une famille, une attention sincère et une communauté avec qui partager mes rêves. Cette nuit-là, en regardant par la fenêtre, je me suis dit la vie est vraiment une chose étrange. Quelques mois plus tôt, je pensais que le ciel de mon pays était tout pour moi. Aujourd'hui, le ciel de France est devenu ma véritable patrie. De nombreux défis m'attendent encore. La barrière de la langue, les différences culturelles et surtout l'effort constant pour être reconnue comme une pilote d'exception. Mais je n'ai plus peur. Car avec Julien, mes collègues et tous ceux qui m'ont accepté, je suis convaincue de pouvoir surmonter n'importe quelle difficulté. Ainsi, mon histoire n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Le voyage pour tenir la promesse faite dans le ciel et transformer encore plus de rêves en réalité ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous vous abonnez à la chaîne et activez les notifications, vous recevrez plus rapidement nos prochains récits. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'histoire d'aujourd'hui. C'était Émotion et guérison.